Bonjour à tous, David, je suis Chief Architect et co-founder chez Gravity.io. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gravity.io, une plateforme d'API qui édite justement cette plateforme qui porte le même nom que la boîte. Le sujet du jour, API 3.0, répondre aux enjeux des architectures modernes. Alors, je pense qu'il y a plein de choses que vous allez découvrir. Je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai discuté aussi sur le stand qui m'ont dit bon, les API, c'est bien. Par contre, la rétrospective, ce qu'on fait avec les API, bon, on l'avait déjà vu à cette fois ce matin, donc on peut aller vite et se focus sur le centre d'intérêt finalement de la session qui va être plutôt basé sur API 3.0, c'est quoi, l'event streaming, c'est quoi, les real-time API, c'est quoi. Et donc, du coup, on va vraiment faire un gros focus sur ces aspects-là. API 3.0, vraiment. Et je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit, mais API 3.0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai raté déjà l'API 1.0, j'ai déjà raté également l'API 2.0. Et honnêtement, vous faites bien de vous poser la question. Et moi, je vais clairement essayer, et je vais y arriver, à y répondre. Et du coup, pour y répondre, on va démarrer d'abord par faire une petite rétrospective de ce que sont les API et surtout des usages que l'on tire des API et qu'est-ce qui va nous amener finalement à parler d'une API 3.0. La toute première chose finalement, si on se focus sur le spectre API 1.0, finalement on va faire un bond dans l'histoire et on va se dire que les API 1.0, c'est les API tels qu'on les connaît tous, finalement, de se dire, tiens, moi, ça y est, hurrah, je suis en 2008, 2011. Alors, j'espère que ce n'est pas en 2020 ou en 2022 que vous commencez à faire des API, que vous vous êtes déjà posé la question bien avant. Mais en tout cas, on commence à être dans une démarche API first, où on va se dire, tiens, moi, je souhaite exposer des API, que ce soit pour un usage interne, que ce soit pour mes partenaires, parce que j'ai des partenaires qui cherchent à accéder et à consommer de la data et du service, ou même parce que je suis déjà dans une démarche Open API, Open Data, et j'expose plus largement mes données, et je vais peut-être laisser des développeurs, tout venant, finalement, pouvoir accéder à ces informations. Ce qui est intéressant, finalement, avec les API dites 1.0, c'est que finalement, on se rend compte qu'on peut enfin utiliser finalement les super pouvoirs du protocole HTTP. Parce que finalement, du HTTP, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, ça fait très longtemps qu'on fait de l'HTTP. Auparavant, on était dans une démarche SOA, on faisait des web services avec des WSDL, on manipulait du XML à tout va. Tout ça, c'était déjà sur un layer HTTP. Là, on s'est dit, tiens, on va faire la même chose, sauf qu'on ne va pas l'utiliser, le protocole HTTP, comme un layer, un channel de communication, mais on va vraiment utiliser le protocole lui-même pour définir ce qu'on va plus communément appeler les API REST, les API RESTful. Et là, du coup, pour répondre aux premières problématiques autour des API, on va commencer à voir s'imposer des solutions du type API Gateway, API Management, et toutes ces solutions, elles commencent à arriver finalement très rapidement. Les premières API peut-être avant 2008, des solutions comme API-G, elles sont arrivées, je pense, en 2009-2010. Ensuite, on a étendu l'usage, on a commencé à faire un focus sur les microservices. Justement, on commence à essayer d'éviter à se dire OK, la démarche SOA, c'est la réponse à tout. Je veux un ESB pour faire papa, maman, entre tel service, avec telle technologie, etc. etc. On va essayer de builder des services qui sont un peu plus micro, comme le nom l'indique. Et tous ces microservices, finalement, vont communiquer avec ce layer HTTP API. Du coup, qu'est-ce que ça va changer? C'est que là où avant on avait des gros monolithes, où on avait des briques logicielles qui faisaient tout, là on va commencer à scinder et d'avoir des cœurs, des microservices qui sont vraiment spécifiques à un domaine fonctionnel. Et on va essayer de créer de la synergie entre ces services. Et cette synergie-là, elle va passer par de la glue. Et cette glue, c'est quoi? C'est la glue HTTP. On va être confronté à des problématiques. Clairement, le microservice, c'est pas la solution à tout. On va se dire attention. Qu'est-ce que je fais pour gérer les aspects sécurité? Comment je fais pour gérer les aspects performance? Parce que ça commence à venir aussi à faire des latences réseau entre les différents maillages de microservices. Et pour répondre à une partie de ces problématiques, finalement, on a introduit le concept de service mesh. Alors, on doit être aux alentours de 2010-2011, donc c'est assez récent, finalement, pas trop loin après l'émergence des API. Et finalement, on va se rendre compte que le service mesh, c'est un élément de réponse pour essayer de mieux gérer votre ensemble de microservices. Et par contre, clairement, ça va avoir des overlaps vis-à-vis des API Gateway, tels qu'on les a vus juste avant.
Je vais très vite, je suis désolé, mais c'est vraiment pour qu'on puisse faire un focus sur ce qui sera le plus important par la suite. Les évolutions, donc excusez-moi, la slide précédente, microservices API 2.0. Vraiment l'usage, hein, pas vraiment en termes de technologie, mais l'usage API 2.0. Et du coup, tiens, il est passé à la slide, ok, peu importe. Et du coup, API 3.0, comment on le voit cette émergence? C'est les Event-Driven Architecture. Je pense que vous y êtes plus ou moins, où vous commencez à y être confronté petit à petit, où on commence à avoir des nouvelles briques logicielles, des nouvelles briques technologiques du type messaging, du type, je vais les nommer, mais du Kafka, du RabbitMQ, du MQTT, peut-être vous avez encore du bon vieux legacy, vous faites encore du JMS, tant pis pour vous, mais en tout cas, ça va venir à répondre à des nouvelles problématiques. Les problématiques autour de quoi? Notamment des aspects scalabilité. Là où auparavant, effectivement, on pouvait avoir des microservices qui pouvaient s'appuyer sur les API pour les faire communiquer les uns avec les autres, là, on va avoir quelque chose qui va être un peu plus hétérogène, où on va avoir un maillage encore plus compliqué, parce qu'en fait, tout ça, ça va reposer finalement sur une stratégie d'événements. L'autre particularité, c'est que les briques que j'ai énumérées, elles vont vous permettre, au-delà de l'aspect scalabilité, elles vont vous permettre de bénéficier aussi de throughput beaucoup plus important en termes de trafic. Vous allez me dire, déjà avec les microservices, il y avait déjà pas mal de choses qui avaient émergé. On commençait à parler de gRPC aussi, qui était là aussi pour binariser finalement le protocole d'échange et essayer d'accélérer finalement les intercommunications entre les microservices. On a intégré aussi des nouvelles spécifications, des nouvelles versions de l'HTTP. On est passé de l'HTTP 1 à l'HTTP 2, mais tout ça, ce modèle-là, il n'est pas parfait, et en même temps, aucune solution n'est parfaite. Mais du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer aussi de réfléchir à finalement quelle est la synergie que l'on pourrait apporter entre les API 1.0 tels que tout le monde les connaît, les API 2.0, les microservices et les services mesh si vous faites du meshing chez vous, et finalement l'émergence des real-time APIs, des streaming APIs, comment on va pouvoir consolider tout ça au sein d'une même solution. Je vois mon slide en parallèle. C'est vrai que la deuxième pan, la partie du milieu, j'ai un peu zappé, mais finalement, elle est plus ou moins en correspondance avec la partie de gauche. C'est que même, on va pouvoir même répondre à des nouvelles problématiques autour de tout ce qui est IoT, où effectivement, on est sur des nouveaux protocoles. On va parler des nouvelles façons de gérer du network mobile autour de la 5G. On va créer des nouvelles opportunités, des opportunités qui seront peut-être plus disruptives par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et surtout des protocoles qui sont peut-être aussi un peu plus atomique par rapport à des messages qui circuleraient dans un broker Kafka, dans un broker MQP, JMS ou tout ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est un des rapports du Gartner de 2021, si je vois bien d'ici, c'est qu'il disait déjà que pour 2023, il y aura peut-être 50% des transactions d'API B2B qui se feraient parce que c'est du Gartner et on essaye d'anticiper, mais c'est pas toujours la vérité vraie. Mais en tout cas, il se ferait que 50% des transactions B2B, elles se feraient, ça fait beaucoup de ferait, autour des real-time APIs et de cette approche événementielle autour des API. On peut se poser la question aussi de, finalement, pourquoi moi, est-ce que j'aurais besoin de cette approche d'event streaming, de real-time API, et finalement, quels enjeux et quelles problématiques métiers et fonctionnelles ça pourrait répondre. Une des premières problématiques, c'est clairement d'avoir des données qui sont intrinsèquement relatives à de la temporalité. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a plein d'entités métiers dans vos systèmes d'information relatifs qui vont vous dire tiens, cette donnée métier-là, elle a une valeur, mais elle aura peut-être une valeur que pour les minutes à venir, peut-être dans les heures à venir, et ça va vous permettre de gérer cette temporalité. Un des exemples le plus précis par rapport à ça, c'est les aspects monitoring. Alors, tout le monde ne fait pas du Kafka ou du système de messaging pour faire du monitoring, mais clairement, cette entité de monitoring, elle est intimement liée à une temporalité, et c'est ce qui va nous permettre finalement de repousser toutes ces informations-là et de prendre potentiellement des décisions sur les informations qui arrivent en temps réel. Je vais aller assez vite sur les exemples, mais
Peut-être que celui de la communication ou des expériences utilisateurs, c'est celles qui vont marquer le plus. Si on prend la page Facebook, vous êtes sur, je crois que ça s'appelle une timeline, désolé, j'ai pas de compte Facebook, mais grosso modo, vous avez des informations qui vont popper en live. Vous n'aurez pas besoin de faire un petit reload sur votre page web en disant « Tiens, rafraîchis-moi la page » et je vais voir s'afficher les différents messages qui viennent de mon réseau familial, professionnel, etc. etc. L'autre approche, c'est plutôt axé sur l'aspect collaboratif, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez tous fait du Google Doc ou peut-être du Slack ou n'importe quel système où, effectivement, quand vous êtes en train d'interagir avec quelque chose, que vous êtes en train d'écrire du texte, de créer une slide, d'ajouter une image, etc., finalement, vous allez voir qu'il y a des choses qui apparaissent parce que potentiellement, sur les aspects collaboration, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de travailler exactement sur le même schéma, sur le même document, sur le même fichier que vous. Et tout ça, finalement, ça va être traité vraiment par des aspects async, real-time d'API qui sont exposés par Google. Merci pour l'information. L'autre point qui va être hyper important, c'est tout ce qui est autour de la developer experience. C'est-à-dire que s'il y a des développeurs dans la salle, on va se dire que clairement, les développeurs, moi je suis dev à la base, on est des gens qui sont généralement plutôt impatients, voire très impatients. Et moi, aller faire du polling sur un API pour récupérer des informations, entre guillemets, ça va me faire un peu chier et je préférais que ce soit toi, mon intermédiaire, mon partenaire, qui me pousse directement l'information et tout ça, encore une fois, en temps réel. Et surtout, clairement, c'est que plutôt que se focus sur des aspects techniques ou peut-être avoir des boucles qui vont nous dire tiens, toutes les secondes, je vais aller poler de l'information à droite ou à gauche pour la restituer et créer de la valeur business autour des informations que je pourrais agréger et composé, là finalement, je préférais clairement que ce soit fait en temps réel, que ce soit poussé par mes partenaires, que ce soit pas poussé par mes propres services et que je n'ai pas à m'occuper de la tuyauterie technique et je puisse me focaliser sur les aspects purement fonctionnels, purement business, purement métier. Le dernier point sur le fait que les utilisateurs, ils s'attendent aussi à améliorer leur expérience real-time. Je vais pas revenir juste sur le point précédent, mais clairement, ça rebondit un peu sur l'aspect ma page Facebook. Vous aussi, en tant qu'utilisateur, vous prenez pas le temps, vous n'allez pas recharger les pages. Alors généralement, quand on recharge une page, c'est qu'il y a un truc qui se passe pas ou qu'il y a un problème. Là, ça ne devrait pas être le cas. C'est-à-dire que les informations doivent vous arriver et c'est pas à vous d'aller chercher ces informations. Next. Du coup, en termes de temporalité, alors évidemment, API 1, après API 2, après API 3, j'ai rien inventé. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a quand même différents descripteurs, des définitions qui vont vous permettre de créer, pas de la synergie, mais en tout cas de créer une cohérence finalement au niveau de la définition de ces API. Peu importe qu'elle soit sync, peu importe qu'elle soit async, peu importe que ce soit du streaming, peu importe que ce soit du real-time. Et donc, il y a plein de choses sympas qui existent sur le marché. On va parler évidemment de OpenAPI. Je pense que tout le monde a été confronté un jour ou l'autre, je vous le souhaite, à un descripteur OpenAPI pour décrire la façon dont on peut consommer vos services d'API, mais aussi pour décrire la donnée. Ce qui est arrivé un peu plus sur le tard, c'est l'aspect plutôt async API. Alors async, je vais pas vous expliquer ce qu'il y a derrière le terme, mais clairement le protocole est là, enfin en tout cas la nouvelle spécification est là aussi pour répondre aux nouvelles problématiques autour des event streaming, autour des nouvelles technologies qui vont vous permettre de streamer ces informations directement auprès de vos consommateurs. Petite parenthèse sur l'aspect OpenAPI, parce que depuis la version 3.1 qui est sortie il y a quelques temps maintenant, ils sont aussi un peu en train de grignoter l'aspect event streaming, parce qu'ils commencent aussi à supporter ce qu'on appelle les webhooks, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Du coup, tout ça, c'est bien. Les OpenAPI, c'est chouette. Les Async API, le descripteur lui-même, il est chouette. Mais par contre, vous êtes quand même confronté à un certain lot de problématiques. La première problématique, c'est un changement de paradigme. Là où actuellement vous êtes à même, et je pense que tout le monde l'a fait déjà, vous appelez une API, vous faites une request et vous attendez une réponse en retour, généralement, quand ça se passe bien. Avec la démarche Event Driven APIs, on va changer un peu de paradigme. Un peu, même je dirais beaucoup.
Pourquoi? Parce qu'en fait, le client, il va peut-être être à l'initiative de quelque chose pour dire, bah, tiens, moi, je me mets en écoute d'une certaine information, et maintenant, charge à toi, mon serveur, ma gateway, mon back-end, je ne sais pas quoi, de venir me streamer l'information dans mon channel, que ce soit du WebSocket, que ce soit du SSE, que ce soit du gRPC bidirectionnel, etc., etc. Ça, c'est intéressant, mais il y a même le cas du webhook qui est encore plus intéressant. L'état actuel des Async API, c'est quoi? C'est que, alors je l'ai déjà dit, mais on a le support, la définition, le descripteur, la spécification Async API, qui est un peu une forme d'extension du OpenAPI. Et donc, finalement, quand vous faites l'un, vous êtes presque en mesure de traiter l'autre. Du coup, ça va évidemment supporter la définition des API qui sont dites async. L'autre intérêt, c'est que ça va supporter une grande variété des différents, ce qu'on appelle binding, des systèmes de messaging qui existent actuellement. Le Kafka, j'ai déjà dit, la MQP, le RabbitMQ, la MQTT, le SNS, du WebSocket, si vous voulez faire du WebSocket, etc., etc. Par contre, un des désavantages, même si je supporte à 100% cette initiative, c'est que si vous voulez faire de l'Async API, des Asynchronous API avec la spécification Async API, la plupart du temps, il faudra que vous sachiez parler le même langage que votre back-end, que votre technologie, que votre système de messaging. Et donc, du coup, ça va attirer d'autres problématiques autour de la sécurité, autour du traffic monitoring. Ce dont on va parler maintenant pour les 5-6 dernières minutes, c'est finalement se poser la question de comment est-ce que moi, je peux rester aussi en contrôle de ce nouvel écosystème, de ce nouvel environnement qui devient peut-être de plus en plus complexe parce qu'effectivement, il y a des nouveaux protocoles qui viennent s'empiler les uns les autres. Je ne suis plus juste maître de je sais faire de l'HTTP, hurrah, et puis je suis le plus puissant du monde et finalement, je peux interagir avec tout le monde. Le temps change, et effectivement, non. Il y a d'autres choses, il y a d'autres technologies qui vont arriver. Et donc, du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut répondre à ces problématiques. Rester en contrôle de vos API synchrones et asynchrones, ça veut dire quoi exactement? Parce qu'actuellement, quand on fait des API synchrones, on se dit, tiens, moi je vais faire de l'API management, je vais mettre en place mon API gateway, je connais super bien le paradigme request entrante, réponse sortante, je vais y associer de l'authentification, différentes méthodes de sécurité, de la rate limitation, peut-être des transformations, etc., etc. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir centraliser l'accès à toutes ces sources de données finalement. On a une source de données qui est très hétérogène, qui est hétérogène d'un point de vue de la technologie et pas juste au niveau du protocole. Et l'intérêt, c'est de centraliser et de créer de la synergie autour de tout ça. Il y a aussi l'aspect, je veux gérer les consommateurs. Demain, si vous dites à votre consommateur, tiens, tu es en train de faire de la Sync API, tu prends mon descripteur à Sync API, tu vois que c'est un binding Kafka et qu'en fait, il faut que tu reposes sur un client Kafka. Ouais, je suis presque persuadé que les clients ils vont vous dire ouais, c'est cool, mais attends, moi j'ai jamais fait de Kafka, et comment est-ce que je pourrais faire simplement pour répondre à cette problématique? Parce que moi je connais bien l'HTTP. Et le dernier point, c'est le monitoring. Parce que le monitoring, quand on met en place de l'HTTP, on a déjà des solutions qui sont déjà plus ou moins en place. Votre solution d'API management qui va vous faire du tracking, qui va vous faire du reporting de ce qui se passe exhaustivement sur vos différentes plateformes. Ça serait bien qu'on puisse profiter des mêmes fonctionnalités au niveau des Async API. Du coup, évidemment, on va parler de la réponse. Et la réponse, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous l'avez vu sur mon polo. On va parler évidemment de Gravity. Gravity, depuis quelques temps maintenant, et ce qu'on pousse de plus en plus, c'est un peu cette démarche et comment on va pouvoir vous aider à créer de la synergie, à créer finalement un conglomérat de toutes les datas, tous les services que vous pourrez exposer, peu importe finalement le type de technologie que vous allez utiliser pour les distribuer, pour les mettre à disposition. Et là où, je vais dire on va être bon avec Gravity, mais c'est normal, c'est que finalement on va être en capacité de couvrir tout le cycle de vie de vos API, qu'elles soient synchrones, asynchrones, que ce soit de la partie design jusqu'à la partie sécurisation, même jusqu'à la partie protocole médiation avec le Kafka, avec votre RabbitMQ. C'est-à-dire que la gateway, on va la laisser en place. On va dire, tiens, consommateur, tu veux consommer la donnée qui vient d'un topic Kafka? OK, pas de problème. Toi, tu sais faire de l'HTTP? OK, pas de problème. On va t'exposer peut-être des WebSockets, on va peut-être t'exposer du SSE, peut-être un endpoint en gRPC parce que tu vas faire du streaming directionnel on top of gRPC. Nous, on sait le faire. On se charge du reste, on se charge de faire la rupture de protocole avec le Kafka, avec le RabbitMQ, avec le MQTT, enfin bref, toutes les différents protocoles que vous pouvez voir sur la partie droite du slide.
Là où ça va être intéressant aussi, c'est que finalement, on a parlé des API synchrones, des API asynchrones. Finalement, synchrone, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, hein, c'est j'ai ma requête, j'ai ma réponse qui sort. Asynchrone, ça peut être plein de choses différentes. Plein, j'exagère, c'est différents paradigmes de consommation. C'est-à-dire que ça pourrait être de la data ingestion, je pousse quelque chose et ça va être poussé dans mon système de messaging, ou alors ça va être plutôt en mode je stream pour consommer de la data. Donc moi, je établis une connexion WebSocket avec ma gateway et je vais récupérer et lire les informations en temps réel à partir de mon Kafka ou de mon système de messaging. Et ça pourrait être aussi plutôt la philosophie webhook, en mode écoute, moi je sais que tu as des données qui m'intéressent, peut-être que tout ce que tu me fournis, c'est trop pour moi et je vais appliquer des patterns de filtres. Et comment est-ce que je peux finalement dire, tiens, moi je souscris à telle source de données, charge à toi, Gateway, de me pousser ces informations en temps réel sur une callback URL. Et donc là, sur ce slide, finalement, vous allez revoir ces différents styles de communication. Là où, finalement, avec Gravity, on va être en capacité de venir se connecter sur différents back-ends différents, back-ends technologiques, que ce soit Kafka, que ce soit Solace, que ce soit MQTT, RabbitMQ, Amazon Kinesis, vu d'ici. Et finalement, à partir de tout ça, on est en capacité de conserver toutes les capabilities, toutes les fonctionnalités que l'on met à disposition dans le cadre des API synchrones, que ce soit la sécurité, que ce soit le traffic shaping, que ce soit le portail, parce qu'en fait, on va conserver aussi le portail pour exposer vos async API, vos open API, peu importe le type de technologie en background. La gestion des souscriptions, c'est-à-dire que le mec qui va dire « Tiens, moi, je suis intéressé par de la donnée sur mon Kafka », OK, il n'y a pas de problème, tu restes sur ton layer HTTP, comme d'habitude, tu viens le consommer et nous, on se charge du reste. Et sur les aspects, évidemment, déploiement, parce que plutôt que d'exposer, je ne vais pas dire des trous, mais en tout cas vos Kafka de façon publique, peut-être à travers un REST proxy Confluent ou autre, finalement tout ça, vous allez pouvoir le passer par un point unique d'interlocution. Au niveau des différents use cases, et j'en terminerai là-dessus juste après, il y en a différents. J'ai parlé d'abord du data ingestion, où vous avez vos partenaires, des consommateurs, qui sont peut-être même plutôt publishers de data, qui vont consommer des API async, sync sur votre gateway, votre API gateway Gravity, et charge à la gateway de pousser ces informations-là sur un broker Kafka dans le cas de ce use case. Et derrière, vous faites votre tambouille sur votre Kafka parce que, je ne sais pas, moi, les informations, vous voulez les voir apparaître, vous les poussez dans un Elasticsearch, un bucket S3 pour peut-être faire de la double, etc. Le deuxième, c'est plutôt en mode event consumption, c'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des informations qui m'intéressent, qui viennent d'un système de messaging en particulier. Je vais venir me présenter auprès de la gateway. Donc, c'est vraiment, j'émets une requête, j'établis une connexion long polling en WebSocket en lui disant « Tiens, moi, je veux que tu me fournisses ces informations-là. » Et la gateway va se charger d'attendre les informations qui proviennent de votre système de messaging et de venir les streamer en live au travers de vos WebSockets pour vos différents consommateurs, tout en, évidemment, en conservant les différentes capabilities. C'est-à-dire que moi, si j'établis une connexion WebSocket sur ma gateway, je m'attends toujours à potentiellement valider du token JWT, du token OAuth, s'il y a besoin, d'appliquer des règles d'autorisation, etc. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de se dire, les messages qui circulent au travers de mon Kafka Broker, puis au travers de mon API Gateway, peut-être que j'ai aussi besoin d'appliquer des transformations. Parce que le record, il n'a pas la bonne tête, il est peut-être au format XML. Moi, j'attendais de le pousser au format JSON parce que derrière, mon WebSocket, il est établi à partir d'un browser, d'une page web. Et donc, du coup, je demande à ma Gateway de faire cette rupture de protocole et avec mon Kafka et l'inversion du content type au niveau de mon API Gateway. Le dernier use case, c'est plutôt ce qu'on appelle le HTTP polling. Alors celui-là, il n'est pas beaucoup mis en pratique. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ce genre d'approche. Moi, je ne suis pas grand fan, mais en tout cas, c'est potentiellement de se dire, tiens, tu as le droit de venir me faire un appel sur ma gateway qui est toujours branchée à un système de messaging, et charge à la gateway d'aller récupérer un record, peut-être en étant basé sur un offset, une partition qui est passée d'une manière ou d'une autre par le consommateur, directement depuis votre broker Kafka. Le dernier,
et je pense que j'ai déjà dit le dernier juste avant, mais on en a déjà parlé, c'est le cas du webhook. Finalement, pour le webhook, moi, qu'est-ce que j'attends? C'est d'avoir des gens qui gèrent des data, qui gèrent des systèmes ou des origines pour distribuer cette data, qui puissent venir souscrire auprès de la gateway, de dire « Tiens, moi, je suis monsieur Intel ou application Intel, je suis intéressé par les data qui viennent de ton broker produit. Par contre, je veux que tu me passe uniquement les produits dont le prix ou la fiche descriptive a telle ou telle information. » Et ça, c'est tout ce qu'on va mettre en place au niveau des webhooks. Là, ce qui est bien, c'est que finalement, on n'a plus cette connexion persistante entre le consommateur et l'API Gateway. C'est bien la responsabilité de l'API Gateway de se dire « Tiens, j'ai reçu quelque chose qui vient de mon système de messaging » et c'est donc sa responsabilité d'aller le pousser sur les différents callbacks URL qui auraient été présentés au moment où les gens sont venus souscrire à vos services au niveau de votre plateforme d'API Gateway, d'API Management et de Gravity, en l'occurrence, dans ce cas-ci. Merci beaucoup. Je sais que ça a été très vite. J'espère que vous avez pu tous suivre. Mais en tout cas, on est disponible. Je reste disponible là en bac. Et puis, si vous avez des questions, on est sur le stand Gravity. Il n'y a pas de numéro, mais c'est au fond à gauche. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci David.